Voilà, donc aujourd'hui, en fait, la leçon sera plutôt historique. Donc, je vais vous raconter l'histoire que nous a amené au traité de Maastricht et à la monnaie unique. Et par contre, la semaine prochaine, on reviendra sur les thèmes de politique monétaire. Et donc, ce sera un cours un peu plus technique sur les mécanismes avec lesquels la Banque centrale mettre en œuvre la politique monétaire. Donc l'histoire est très compliquée et donc ça c'est une ère peut-être un peu superficielle, mais j'espère que je vais donner un peu l'idée du débat parce que le débat est très complexe, à la fois politique et économique. Mais je trouve une histoire passionnante et beaucoup des choses du débat à l'époque, pendant les années 70, 80, 90, c'est surtout les débats entre les points de vue français et les points de vue allemands. C'est très actuel aujourd'hui, c'est un peu encore les mêmes débats. Et donc, c'est très important pour comprendre les propositions de réforme de l'Union monétaire européenne, qui sera l'objet de la deuxième partie du dernier cours. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, ça, c'est le sommaire de mon cours. Donc, une brève introduction, les étapes progressives jusqu'à Maastricht. Et après, un peu une espèce de conclusion sur quelles sont les caractéristiques principales de la conception institutionnelle de la BCE comme résultat de ce processus historique. Donc, les origines, je parle par les origines. L'Union monétaire européenne a constitué un progrès significatif dans la construction européenne plus généralement, s'appuyant sur les réalisations antérieures, notamment l'achèvement du marché unique en 1992. Les pays membres de la Communauté européenne discutaient de l'idée d'une monnaie commune depuis des décennies, mais l'appui à ces projets avait été inégal et très lié aux événements mondiaux affectant la stabilité des monnaies européennes. Donc, je pense qu'on pourrait caractériser ces processus et la conception de l'Union monétaire européenne comme l'intercession de deux courants. Sur le point de rencontre, je dirais, de deux courants différents. La première, c'est un processus politique qui trouve ses racines dans l'ambition d'après-guerre d'une Europe pacifique intégrée politiquement. Et le deuxième, que c'est surtout sur lequel je vais me concentrer aujourd'hui, c'est un processus d'intégration économique, donc c'est plutôt l'aspect économique, visant en partie à faciliter les premiers processus et en partie à apporter une solution à l'instabilité des taux d'échange du système monétaire international après la crise du système de Bretton Woods. Donc, je vais dire quelque chose sur le fonctionnement de ces systèmes de Bretton Woods, que c'était l'architecture financière de l'après-guerre, qui a duré donc par les années 50, 70 était capitée à la fin des années 60. Ces processus étaient pilotés par des politiciens, donc les processus à la fois politiques et économiques. Mais, et ça, je trouve que c'est très intéressant, les banques centrales, par le biais du comité du gouverneur, qui était constitué il y a 30 ans, ont joué un rôle étonnamment important dans la mesure où elles en étaient, au fil des ans, chargées de concevoir diverses réformes pour le système monétaire de l'Union européenne. Donc, ils avaient un objectif technique, mais dans les cours de temps, cet organisme qui était technique a pris aussi une certaine importance dans rendre possible une accélération du processus vers la monnaie unique. Donc, l'Union monétaire européenne, il faut savoir que c'est une expérience unique d'une monnaie unique partagée par un groupe de pays souverains
ayant leur propre système politique, les responsabilités économiques et réglementaires qui ne prend pas les formes d'un seul État. Donc c'est une monnaie unique avec des États différents qui ont la responsabilité sur tous les autres aspects des politiques économiques, à part la politique monétaire. Donc, dans ce sens-là, c'était un expériment assez courageux et assez peut-être fou, on dirait. Une telle expérience constituait une cession radicale de la souveraineté du gouvernement à une banque centrale indépendante en charge de la politique monétaire avec très peu de contrôle des gouvernements nationaux. Et donc l'UE s'est engagée dans ce qui a été défini comme un fédéralisme asymétrique, selon lequel une politique monétaire entièrement fédérale coexiste avec une politique financière et fiscale, budgétaire, nationale, jusqu'à récemment, parce que la politique financière, maintenant, avec l'union bancaire, est devenue d'une certaine façon aussi fédérale. L'audace de cette expérience ne doit pas être sous-estimée. L'établissement d'une union monétaire avant l'union fiscale, économique et politique comportait des risques qui ont certainement été discutés dans les longs processus qui a conduit à la signature du traité. Pourtant, cette décision fut prise. Donc, ces risques, en fait, se sont matérialisés pendant la crise récente. Et donc, quand on discutera de l'histoire de la crise, on verra en pratique qu'est-ce qui s'est passé dans ces tensions qui étaient un peu anticipées dans les débats. Mais bon, on a dû attendre la grande crise internationale pour toucher exactement, pour avoir une expérience de ça. Donc la motivation de l'union monétaire reposait davantage sur des motivations politiques que sur des considérations économiques, comme j'ai dit. Et nous verrons qu'en 2012, lorsque Draghi a annoncé de s'engager à faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, effectivement, on verra quand on arrivera à discuter cet épisode-là que cette expression de soutien à l'euro, en fait, c'était en définitive une déclaration d'engagement politique. Et en fait, c'était soutenu dans un accord entre la Banque centrale européenne, donc Draghi, et aussi le gouvernement allemand, donc Angela Merkel. Donc, quelles sont les questions? La première question est pourquoi une union monétaire européenne? On avait vraiment besoin de ça. Est-ce que aussi, la deuxième question, c'est l'UME a-t-il été perçu comme la première étape d'un processus en plusieurs étapes, conduisant finalement à une intégration politique? Ou s'agissait-il simplement d'une solution extrême conçu par des technocrates, donc les comités de gouverneurs des banques centrales, pour répondre à la stabilité des taux d'échange qui a suivi l'effondrement du système de taux d'échange fixe international centré sur le dollar. Et troisième question, que pouvons-nous dire aujourd'hui, après 20 ans d'expérience pratique sur le fonctionnement de l'UME, sur son avenir et l'absence de nouvelles étapes en matière d'intégration économique et politique? Est-ce que c'est faisable, en fait, sans des progrès supplémentaires? Donc, certaines de ces questions présentent un intérêt historique, mais surtout, elles sont pertinentes pour les débats politiques en cours sur l'avenir de l'Europe et son architecture économique. Donc, avec cette introduction, je passe à ma petite histoire des étapes qui nous ont conduits jusqu'à là. Donc, les premiers jours, mon résumé, c'est que le système de Bretton Woods que je vais décrire dans un instant, qui a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait assuré la stabilité du taux d'échange jusqu'à la fin des années 60. Et après, avec une certaine série de développements de l'économie américaine, c'était plus faisable pour les États-Unis de maintenir ce système. À la fin des années 70, l'Europe a expérimenté avec plusieurs systèmes d'arrangement des taux d'échange. Et
avec différents régimes et visant à limiter la volatilité des taux d'échange. Donc, Bretton Woods, c'était un système de taux d'échange fixe. Une fois que Bretton Woods est terminé, donc il y a eu une expérience de volatilité entre les taux d'échange. Et l'Europe a cherché d'adresser ces problèmes avec des différents systèmes d'échange quasi-fixes, etc., que je vais décrire. Mais à la fin, elle était devenue une sorte de zone monétaire qui était sous le contrôle de la Bundesbank. Je vais chercher d'expliquer tout ça. Et ça, à la fin, a amené à des crises spéculatives au début des années 90 qui ont rendu l'option de la politique monétaire attrayante. Donc, regardons les contextes avant que je commence à raconter cette histoire. Donc, ça, c'est les PIB par habitant. C'est dans l'histoire, donc ça, c'est une base de données historique. On commence de 1861. Et on a les principaux pays ici. Donc, la France, c'est les bleus foncés, l'Allemagne, les rouges, l'Italie, les verts, et les Royaumes-Unis, c'est les bleus. C'est l'autre bleu. Donc, on voit qu'en fait, les Royaumes-Unis étaient à la frontière jusqu'à l'année 50. Et donc, toutes ces histoires, c'est une histoire de convergence de l'Europe continentale vers les Royaumes-Unis, qui étaient donc les pays qui étaient les premiers dans la révolution industrielle, donc avaient un avantage, a eu un avantage jusqu'à les années après la guerre. Mais mon histoire commence jusqu'après la guerre. Donc, on a la guerre ici. Et comme vous pouvez voir, après la guerre, il y a eu un taux de croissance très fort, surtout de l'Allemagne et de l'Italie, mais aussi de la France, qui donc, au début des années 70, ils ont atteint une convergence du niveau du PIB par habitant. Donc, des conditions de vie en moyenne des habitants de ces pays. Donc, en fait, la première partie de l'histoire, c'est cette partie, en fait, heureuse de notre développement d'après-guerre. C'était une période dans laquelle l'Europe se redresse et converge vers les Royaumes-Unis et aussi, donc, elle n'arrive pas à converger vers les États-Unis, mais arrive à une gap avec les États-Unis au début des années 70 de 25%. Donc, à part ça, il y a donc aussi cette période, c'est une période de grande stabilité d'inflation. Ça, c'est l'inflation. Donc, on parle de cette période ici, avant la crise de Bretton Woods. Vous voyez que donc, l'inflation était plus élevée qu'aujourd'hui, parce qu'évidemment, l'économie avait un taux de croissance plus élevé. Mais les taux, avec peut-être un peu l'exception de l'Italie, les taux d'inflation étaient plutôt modérés. Et ça, c'est aussi une caractéristique de cette période. Étant donné que les taux d'intérêt aussi étaient très alignés dans cette période, et ça, c'est le taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans. Et les taux d'échange, bon, étaient un taux d'échange fixe. Donc ici, on a le taux d'échange du Deutschmark par rapport au dollar. Vous voyez que c'était fixe. Et on commence à voir des tensions ici à la fin des années 70. On peut voir aussi que les taux d'échange entre les Deutschmark et les francs français étaient aussi évidemment fixes. Et évidemment, aussi, on a des tensions à la fin des années 70. Donc, ça, c'est le contexte. Et donc, en fait, c'est qu'on on va discuter maintenant de cette période ici, donc la crise de Bretton Woods. Mais avant, évidemment, il faut décrire qu'est-ce qu'était le système de Bretton Woods. Dans l'accord de Bretton Woods, c'est un accord qui était signé en 1944 et établissait un nouveau système monétaire mondial. Donc, Bretton Woods remplaçait le gold standard
par les dollars américains. Donc, les dollars remplaçaient l'or autant que monnaie mondiale. C'était un régime monétaire à taux indexé, so peg rates. Je pense que c'est taux indexé, la définition en français, j'espère, enfin, de taux fixe, en fait. Les membres étaient tenus d'établir une partie de leur monnaie nationale, une parité de leur monnaie nationale en termes du monnaie de réserve, monnaie d'ancrage, qui était le dollar, et de maintenir les taux d'échange à plus ou moins 1% de la parité. Donc, c'était une fluctuation dans une petite bande par rapport au dollar. Et c'est bon, cette parité, il y avait une tension contre cette parité, donc les banques centrales étaient tenues à intervenir dans les propres marchés d'échange pour rétablir la parité. Donc, ça signifiait que d'acheter ou vendre des dollars pour maintenir la parité. Donc, cela signifiait que d'autres pays, une fois la convertibilité rétablie, achèteraient et vendraient des dollars américains pour maintenir le taux d'échange du marché à plus ou moins 1% de la parité. Donc, ça, c'était le système. Les États-Unis, par contre, avaient accepté de lier les dollars à l'or. Donc, les monnaies européennes étaient liées au dollar, les dollars étaient liés à l'or. Et donc, la parité, c'était un taux de 35 dollars à l'once. Et à ces rythmes, les gouvernements étrangers et les banques centrales pourraient échanger des dollars contre de l'or. Ainsi, les dollars américains donc, auraient pris les rôles que l'or avait joués dans le système financier international. Donc, la monnaie américaine, les dollars, était la référence. Et donc, tous les autres monnaies étaient rattachées au dollar. Évidemment, dans le cas des tensions, des crises, les pays membres pouvaient aussi modifier la parité, mais les pays membres ne pouvaient modifier les valeurs nominales de plus de 10%, seulement avec l'approbation du Fonds monétaire international. Et le Fonds monétaire national devait faire une analyse et voir si la balance des paiements se trouvait dans un déséquilibre fondamental. Et si la balance des paiements se trouvait dans un déséquilibre fondamental, dans ces conditions-là, il accordait la possibilité de changer la parité. Donc, au cours du temps, ces systèmes s'est affaibli et surtout un rapport à l'endettement croissance des États-Unis pour une expansion du système de sécurité sociale aux États-Unis et aussi pour la guerre du Vietnam. Et cette expansion et cet endettement des États-Unis érodaient de plus en plus la crédibilité internationale du dollar et par conséquent celle du système de taux d'échange fixe. Donc, le système de Bretton Woods a duré jusqu'en 1971. Et à cette époque, l'inflation aux États-Unis et le déficit commercial croissant minaient la valeur du dollar. Donc, les Américains ont exhorté l'Allemagne et le Japon, qui disposaient tous d'une balance de paiements favorable, à apprécier leur monnaie. Donc, ils ont mis une pression pour que l'Allemagne et le Japon apprécient ces monnaies. Ces pays, évidemment, étaient réticents à prendre cette mesure parce que ça veut dire augmenter les prix et donc avoir un effet sur l'inflation dans leur pays. Parce qu'évidemment, pour défendre, pour réévaluer leur monnaie, ils devaient acheter leur propre monnaie et vendre des dollars. Et ça, la conséquence de ça, donc c'était une expansion monétaire et donc une pression sur les prix en Allemagne et au Japon. Et donc, ça, ils ne voulaient pas faire ça. Et aussi, ils ne voulaient pas modifier les taux d'échange parce qu'ils craignaient que ça aurait eu un effet sur les exportations, donc sur la balance des paiements. Donc, à la suite des pressions, Nixon, qui était le président aux États-Unis, a commencé à déflater la valeur du dollar en or, parce que donc,
Et Nixon a réévalué donc les dollars progressivement par rapport à l'or. Mais les plans s'est retourné contre lui parce que ces mesures ont créé une ruée sur les réserves d'or américains lorsque les gens échangeaient leurs dollars rapidement dévalués contre l'or. Donc il y a eu une espèce de run contre les dollars. Et donc en 1973, Nixon a totalement décroché la valeur du dollar de l'or parce qu'il ne pouvait plus tenir la parité. Et à cette date, le système de Bretton Woods était terminé. C'est la fin de Bretton Woods. Donc, qu'est-ce que c'était les problèmes de la fragilité de ce système? C'était un peu les problèmes de la fragilité des systèmes de taux fixes. Donc, le système de Bretton Woods impliquait que la stabilité des taux d'échange plutôt que la stabilité des prix. Donc, l'objectif principal, c'était la stabilité des taux d'échange. Et ce principe a finalement posé un défi important à la Bundesbank, qui était la banque centrale de l'Allemagne, de que l'Allemagne, avec la reconstitution d'après-guerre, est devenue une économie plus forte et plus dynamique. Donc, en conséquence de l'augmentation de la demande pour les exportations allemandes au cours des années 60, la Bundesbank était amenée à intervenir de plus en plus fréquemment sur les marchés d'échange pour contrer les pressions à la hausse sur les Deutschmark, donc en achetant des dollars et en créant aussi une inflation en Allemagne. Donc, cela conduisait à un dilemme: permettre au Deutschmark de s'apprécier vis-à-vis au dollar pour préserver la stabilité du taux d'échange extérieur ou de maintenir la stabilité des prix intérieurs aux dépenses de l'ordre monétaire international. Donc, soit c'était la stabilité du taux d'échange, soit la stabilité de l'inflation. Donc, ces deux objectifs étaient en contradiction, et donc les dilemmes, c'était l'un ou l'autre. Et donc le système de taux d'échange était basé sur l'idée que l'objectif principal était la stabilité du taux d'échange et pas la stabilité de l'inflation. Mais les tensions n'étaient pas seulement entre l'Allemagne et les États-Unis, il y avait aussi des tensions à l'intérieur de l'Europe, parce que l'Allemagne progressivement émergeait en tant que les pays plus forts, avec un excellent structurel de la balance commerciale. Et la France et l'Italie avaient en fait des économies plus faibles, et donc il y avait une tension aussi pour réussir à maintenir la parité des taux d'échange entre la France et l'Italie d'un côté et l'Allemagne de l'autre côté. Donc, dans un système de taux d'échange fixe, la France devait faire face à la pression de la dévaluation de l'Allemagne par une contraction budgétaire. Donc, pour éviter la dévaluation par rapport à l'Allemagne, donc elle devrait contraindre contraction budgétaire. Okay. Et évidemment, la France, bon, l'alternative à ça, c'était une expansion de l'Allemagne. Mais donc, étant donné que l'Allemagne ne voulait pas suivre ces stratégies-là, la France, autant que pays plus faible, avait ces contraintes de poursuivre une politique de contraction budgétaire qu'évidemment, il ne voulait pas faire. Donc, en fait, dans cette histoire, il faut savoir que ces tensions de taux d'échange sont en fait la manifestation des différences structurelles entre les économies. Et donc, ça, c'est un thème qui, une fois qu'on a fixé les taux d'échange avec la monnaie unique, ces tensions entre les différences structurelles entre les économies se manifesteront dans une façon différente, pas sur les taux d'échange, mais sur des autres éléments, et on verra dans la monnaie unique quelle est comment ces tensions se manifestent en façon différente. Voilà. Donc, dans ces contextes, donc jusqu'avant la fin de Bretton Woods, il y a des premières tentatives donc,
des pays européens de limiter les fluctuations des taux d'échange. Et donc, il y a des premières tentatives de dessiner une coopération monétaire entre les pays européens pour faire face à cette origine, à cette tension. Et l'origine intellectuelle, ici, était la théorie des zones monétaires optimales. Donc, qu'est-ce qu'une zone monétaire optimale? Les zones monétaires optimales cette définition, zone monétaire optimale, provient de deux articles qui sont sortis au début des années 60, rédigés par Mundell et McKinnon. En fait, Mundell, c'est un économiste américain qui a eu les prix Nobel par conséquence en fait, à cette idée de la zone monétaire optimale. Et dans ces articles, Mundell et McKinnon analysent les avantages et les inconvénients d'une monnaie indépendante. Une monnaie commune présente des avantages en termes de réduction des coûts de transaction quand on doit changer des monnaies, des facilitations d'échange, mais aussi un coût en termes de perte de flexibilité dans l'utilisation de la politique monétaire. En fait, dans ces sens-là, la monnaie commune est un peu comme un système de taux fixes. Pour maintenir des parités, donc on perd la possibilité d'effectuer la politique monétaire de façon indépendante, parce que donc, la Banque centrale doit agir pour maintenir la parité entre les taux d'échange. Donc, si vous voulez, l'Union monétaire européenne, en tant que monnaie sans État, peut être interprétée de cette façon. La monnaie unique est une des solutions de ce qu'on appelle la trinité impossible entre trois choses, l'indépendance de la politique monétaire, les taux d'échange fixes et la mobilité des capitaux. Ça, on peut regarder ça de cette façon-ci. Donc, si on a la libre circulation des capitaux et des taux d'échange flottants, évidemment, on perd la possibilité d'une politique monétaire autonome. Donc, si on n'aime pas les taux d'échange flottants, parce qu'il y a des coûts de transaction, parce qu'il y a des frictions, parce qu'il y a une instabilité dans la balance de paiement, donc une solution, c'est d'introduire les contrôles des capitaux. Sans les contrôles des capitaux, on peut, avec des contrôles des capitaux, donc il n'y aura pas cette tension vers l'instabilité des taux d'échange. Et donc, on peut obtenir une politique monétaire autonome, la stabilité des taux d'échange, mais évidemment, on perd la troisième caractéristique, que c'est la libre circulation des capitaux. Et donc, si on aime maintenir la libre circulation des capitaux, parce que ça fait partie intégrante d'une zone économique intégrée, donc la troisième possibilité, c'est d'aller vers une solution extrême, donc une corner solution, que c'est l'union monétaire. Donc, c'est un système dans lequel pas seulement les taux d'échange sont fixes, mais en fait, on n'a pas de taux d'échange parce qu'on a la même monnaie. Et donc, c'est un système comme un système de taux d'échange fixe sans possibilité de changer les parités entre les taux d'échange. Donc, c'est un commitment, c'est donc une solution extrême. Donc, c'est dans ce cadre qu'au niveau économique, on peut comprendre la discussion à l'époque. Donc, dans la première partie de mon histoire, on a expérimenté avec des taux d'échange fixes entre les pays européens, entre les monnaies des pays européens. Et enfin, ces systèmes se sont révélés instables. Et donc, on est arrivé vers la solution extrême, que c'était l'union monétaire. Donc, c'était la solution de ce qu'on appelle les trilemmas. Donc, les avantages de la solution extrême, donc de l'union monétaire, reposaient sur la possibilité de la perte de flexibilité dans l'ajustement des taux d'échange à être compensée par la mobilité du marché du travail
la politique budgétaire et l'intégration du marché des capitaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, l'analyse de McKinnon et de Mundell, c'était de dire, OK, donc on comprend cette histoire, mais dans quelles conditions sont les pays, on peut considérer que les pays sont une zone optimale. Dans quelles conditions cette solution est une bonne solution? Et la réponse à cette analyse, c'était cette solution une bonne condition si la perte de flexibilité des taux d'échange est compensée par des autres mécanismes. Quels sont les autres mécanismes? C'est la mobilité du travail, par exemple. Si un pays est choqué négativement par quelques événements économiques, donc la migration des travailleurs dans ces pays vers un pays qui est choqué positivement peut fonctionner comme amortisateur du cycle économique. Et l'autre instrument, à part la mobilité du travail, c'est les impôts fédéraux. Donc, on taxe évidemment un système fédéral d'imposition. Si les pays sont touchés de façon différente des chocs économiques, donc l'outil fiscal peut contrebalancer ces effets en taxant les pays qui sont plus touchés, en taxant moins les pays qui sont plus touchés, en taxant plus les pays qui sont moins touchés. Donc, en fait, ça, c'était l'histoire en théorie. Bon, et les marchés financiers aussi, donc l'intégration des marchés financiers aussi peut fonctionner comme amortisateur. Donc, en fait, il y a trois choses, les marchés financiers, les marchés du travail et l'outil fiscal budgétaire pour pouvoir compenser la perte de liberté, la perte de l'instrument de taux d'échange comme réponse au choc économique. Plus tard, quand on est arrivé à Maastricht et au début de l'Union monétaire européenne, ces débats sur les zones optimales, c'est un débat qui est revenu en surface et surtout dans la littérature aux États-Unis, beaucoup d'économistes américains ont constaté que que l'Europe, donc les 12 pays qui ont été membres de l'Union monétaire au début, si on regardait les caractéristiques différentes des pays, ce n'était pas une zone optimale et donc ce n'était pas une bonne idée d'y arriver à ces solutions de l'Union monétaire et peut-être les solutions alternatives d'avoir des taux d'échange flottants aurait été une meilleure solution. Donc, je ne vais pas dire en plus maintenant, mais donc je vais, quand on arrivera là, donc je vais contester cette idée, mais en fait, il faut savoir que bon, c'était une idée que c'est encore assez que beaucoup d'économistes en fait, pensent encore que donc, l'Union monétaire européenne n'est pas une bonne solution pour des pays si différents et avec un système dans lequel on n'a pas un système fiscal fédéral et dans lequel la mobilité du travail est encore limitée, pas de jure, mais de facto, parce qu'il y a une différence linguistique, il y a des différences dans nos systèmes de sécurité sociale, etc. etc. Voilà. OK, donc on continue notre histoire. Maintenant, on arrive ici dans la période de tension post-Bretton Woods. Donc, les rapports, la première tentative de coopération monétaire était fournie par les rapports de Pierre Werner, qui était un luxembourgeois, ministre des Finances de Luxembourg. Ces rapports avaient été commandés en réponse à la crise monétaire de novembre 1968, jusqu'avant donc, la fin de Bretton Woods, à la suite de laquelle les francs français avaient été fortement dévalués. Et donc, en fait, c'était Raymond Barre, je pense, qui a commandé ces rapports pour trouver des solutions à une coopération monétaire entre les pays européens.
Ces rapports étaient très ambitieux et c'est étonnant que ça a été très ambitieux parce qu'à l'époque, il y avait une grande tension entre l'Allemagne et la France due à cette tension sur les taux d'échange. Et l'Allemagne s'est montrée très prudent quant à la rapidité avec laquelle se devait dessiner un système de coopération monétaire renforcé. Parce qu'il craignait que les politiques, que la France n'aurait pas pu tenir ses contraintes de la coopération monétaire renforcée. Les points de vue allemands étaient que les économies devaient d'abord converger vers des caractéristiques structurelles similaires avant de s'engager dans un mécanisme monétaire contraignant. Et cette approche graduelle s'opposait à la vision française qui considérait les changements d'institution comme les déclencheurs de la convergence. Cette différence de point de vue, c'est une différence qui est vraiment le trait commun de toutes ces histoires, avec l'Allemagne qui disait un gradualisme, n'allons pas trop vite, nos économies sont trop différentes, et la France qui poussait pour un processus plus rapide, parce qu'un peu comme l'Italie, il pensait qu'avoir une contrainte extérieure aurait constitué une accélération des réformes internes de la France et donc avoir soit la monnaie unique ou un taux d'échange fixe, c'était l'ancrage extérieur qui n'avait pas la force interne politique de mettre en œuvre. En fait, ça, c'est un peu les traits communs, et l'Italie suivait le point de vue de la France. Donc, les institutions d'abord et la convergence après, point de vue français. Convergence d'abord, institution après, c'était le point de vue allemand. Donc, voilà. Donc, les rapports étaient audacieux. Ils envisageaient, donc ici vous avez aussi, donc vous voyez les tensions à la fin du période. Les rapports étaient audacieux. Ils envisageaient l'union monétaire comme un objectif, mais ils étaient progressistes dans la mesure où ils prévoyaient 3 étapes conduisant finalement à l'union monétaire, tout en restant vague quant au calendrier de mise en œuvre. Donc, en fait, ces rapports qui étaient écrits en 1971 étaient déjà envisagés une union monétaire européenne. Il y a, dans une façon graduelle, mais déjà c'est posé l'union monétaire européenne comme l'objectif final de ce processus. La première étape envisageait une réduction des fluctuations des monnaies européennes, donc ce qui s'appelait après les serpents monétaires européens. Vous vous rappelez de ça, hein, parce que oui, parce que quand j'enseigne à des gens un peu plus jeunes, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que oui, mais moi je sais. Donc, la première étape, c'était les serpents monétaires, un renforcement de la coordination des politiques. Tandis que la seconde envisageait la création d'un fonds européen de coopération monétaire pour la gestion du financement de la balance des paiements intra-UE. Et progressivement, la gestion des réserves de l'UE aussi, ça c'était les fonds. La troisième étape a été l'adoption du monnaie unique gérée par un système de banque centrale de l'Union européenne. Donc, ce plan était très ambitieux, il n'y avait aucune possibilité concrète que ce soit adopté à cette époque-là, mais ça reste un exemple, enfin, un blueprint très important qui était après suivi par les rapports Delors 20 ans plus tard. Donc, la première recommandation du rapport Werner, c'était de réduire les fluctuations des taux d'échange. Et donc, ça, c'était réalisé, effectivement, avec le serpent monétaire européen qui est établi la première fois en 1971. Donc, le serpent a créé une bande de fluctuation monétaire unique par la communauté économique européenne, reliant toutes les monnaies de la CEE les uns à les autres. Il a fixé des bandes de fluctuation, une fourchette de 2,25%, pour lesquelles les monnaies fluctuaient autour des taux centrales par rapport au dollar américain. Cela offrait un tunnel dans lequel on pourrait s'échanger des devises européennes. Donc, c'était
une bande entre les monnaies européennes autour d'un taux central par rapport au dollar américain. Donc, c'était un serpent dans un tunnel. Ensuite, en 1960, donc cette bande, en fait, donnait une possibilité de fluctuations très grandes entre les monnaies européennes, parce que donc, la fluctuation de 2,25, c'était par rapport au dollar, mais les devises européennes implicites, la fluctuation entre les devises européennes était beaucoup plus grande. Et donc, en 1972, on a introduit une modification de ces serpents en cherchant de limiter la bande de fluctuation. Donc, qu'est-ce que devaient faire les banques centrales pour défendre ces parités? Donc, l'intervention des banques centrales s'est déclenchée automatiquement lorsque les limites de fluctuation externes étaient atteintes. Et voilà. Donc, mais ces systèmes s'est révélé très instable parce qu'une fois qu'une monnaie arrivait à la limite de la bande, donc il y avait une pression spéculative qui mettait en pression pour les pays de sortir de cette bande. Et donc, il forçait la banque centrale de ces pays d'intervenir pour défendre sa monnaie. Et ça, en fait, c'est la perte de flexibilité dans la conduite des politiques monétaires de que j'ai parlé tout à l'heure. Donc, dans ces situations, une nouvelle dévaluation du dollar en 1973, donc en 1973, donc il y a eu la fin du système de Bretton Woods, la première crise pétrolière, et donc un énorme déséquilibre entre les pays européens et les États-Unis et les pays européens. Donc ça, c'était la fin de Bretton Woods. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions en Europe? En fait, c'est les Deutschmark qui deviennent le centre du système. Les pays déficitaires en Europe, afin de défendre avec un système maintenant après la crise de Bretton Woods, donc sans l'ancrage du dollar, afin de défendre la parité avec les Deutschmark, devaient emprunter des réserves, tandis que l'Allemagne et les autres pays excédentaires, pas seulement l'Allemagne, mais des autres pays, aussi les Pays-Bas, devaient simplement émettre leur propre argent. Par conséquent, ces pays et l'Allemagne en particulier sont devenus les centres du système monétaire européen. Ce thème de l'ajustement asymétrique est resté très controversé jusqu'à nos jours et a pris une forme différente, comme nous le verrons plus tard dans l'histoire de l'UME. Donc, dans un système, dans le système de post-Bretton Woods, donc c'était les pays avec un surplus dans leur balance de paiement qui dictaient la conduite de la politique monétaire, et les autres pays, pour éviter des grosses fluctuations des taux d'échange, devaient se homologuer à la politique monétaire allemande. Et donc, si la politique allemande était très anti-inflationniste, par exemple, donc la France devait faire la même chose. S'il ne faisait pas la même chose, donc il y avait une tension sur les taux d'échange et donc une grande fluctuation des taux d'échange. Donc, ça a amené à une situation de crise, confrontés pour la première fois depuis de nombreuses années à une récession économique grave. Les États membres de la CE ont réagi de manière peu coordonnée, chacun s'efforçant de protéger son économie nationale, démontrant ainsi plus clairement les profondes disparités qui les séparaient. Entre 1974 et 1976, les monnaies italiennes, britanniques, irlandaises et françaises ont été minées par l'inflation galopante et les déficits de leur balance de paiement. La faiblesse de leur monnaie les a incités à quitter les serpents à plusieurs reprises. Dans le même temps, les parités dans les serpents ont été ajustées fréquemment.
En définitive, c'est les pays de la zone de Deutschmark, donc l'Allemagne, le Danemark et les 3 pays de Benelux, sont restés dans le système. Et l'accord monétaire, les serpents étaient définitivement en déclin, et donc l'accord monétaire signé par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas a été suspendu en 1966. Donc, on peut regarder, donc ça, c'est les tensions. Donc, à la fin de Bretton Woods, il y a aussi la première crise pétrolière. Les banques centrales des pays européens réagissent à la crise du pétrole et donc à l'inflation de façon différente. Regardez, en fait, les taux d'inflation de l'Allemagne restent plutôt limités parce que la Banque centrale allemande donc, a poursuivi une politique en visant la stabilité de l'inflation. Ça, ce n'était pas le cas en Italie, en France ou aux États-Unis. Donc, ça a créé des tensions sur les taux d'échange. Et donc, dans ces contextes, le système du serpent qui limitait les fluctuations entre les monnaies s'est révélé être très instable. Et donc, ça, c'est une période de grande instabilité dans laquelle il y a eu beaucoup de tensions, évidemment, économiques et politiques entre les pays européens. On peut regarder aussi, donc, vous voyez la différence entre les taux d'échange, qui évidemment reflète les différences entre taux d'inflation. Et dans notre histoire, on verra que progressivement, donc, on converge vers quelque chose de moins hétérogène. Et la grande différence, c'est cette période ici, c'est donc après, donc avec l'introduction de la monnaie unique, donc il n'y aura plus aucune différence entre les taux d'intérêt, mais évidemment, ces différences se manifesteront encore une fois après la crise de 2008. Ici, vous voyez, donc ça, c'est le Deutschmark par rapport au dollar, les tensions dans les années 70. Et la dévaluation donc, du franc français progressive par rapport au dollar. Voilà, donc après cette période de grande instabilité, l'échec du serpent a suscité un renouvellement d'intérêt pour l'idée d'un dispositif monétaire intégré. Donc l'idée du système de limiter les fluctuations des taux d'échange par des systèmes semi-fixes du style serpent a échoué. Donc, on revient vers l'idée originaire du rapport Werner, qui était l'idée d'arriver vers la solution extrême de la monnaie unique. Et il y a eu 3 facteurs qui ont favorisé ces projets. Le premier facteur, c'était un changement d'orientation sur les ciblages des banques centrales. Avec la fin du régime des taux d'échange fixes, l'ancrage externe de la stabilité monétaire a été brisé. En conséquence, les banques centrales ont mis l'accent sur le ciblage de la taille de la masse monétaire, ce qu'on appelle ciblage monétaire, en tant que stratégie visant à atteindre la stabilité monétaire. Donc, à la place de stabiliser les taux d'échange, il a commencé à cibler la masse monétaire. Et après, donc, après ces conseils, on est arrivé au ciblage de l'inflation directement. La fin de l'ancrage externe fixe a coïncidé avec la montée du monétarisme comme école d'idées qui privilégiait le contrôle de la masse monétaire. Et la Bundesbank, donc la Banque centrale allemande, bien qu'elle n'était jamais adoptée officiellement le ciblage monétaire, donc un ciblage monétaire explicite, prenait le devant dans cette discussion, tout en renforçant sa réputation grâce à une politique monétaire plus ferme. On l'a vu avec les taux d'inflation. L'inflation était plus, je ne sais pas comment on dit en français, hawkish, on dit en anglais, donc une politique monétaire qui est plutôt restreinte, donc qui combat donc, l'inflation par rapport OK. On verra ça plus en détail la prochaine fois, qu'est-ce que ça veut dire ça.
Et on verra aussi la prochaine fois que cette politique a évité la stagflation que subissaient des autres pays. Donc, dans les années 70, les pays comme la France et l'Italie, on a eu soit une grande récession en 74-75, soit une inflation très élevée. Donc, c'est ce qu'on appelle la stagflation. Par contre, l'Allemagne a évité l'inflation, n'a pas évité évidemment la récession, mais a évité l'inflation exactement pour cette politique monétaire plutôt belliciste. Le deuxième facteur, donc le premier facteur, donc, c'était philosophique, disons, en fait, un changement dans l'idée parmi les banquiers centraux de qu'est-ce que c'était la bonne politique monétaire. Le deuxième facteur, c'était un facteur externe, donc les dollars. Un nouvel élan en faveur de la réforme monétaire est apparu à la fin des années 70 en raison de l'instabilité produite en Europe par la faiblesse persistante du dollar américain et les importants afflux de capital y correspondant vers l'Allemagne. Une motivation importante était un effet géopolitique. Du point de vue de la France, l'intégration économique en Europe était la réponse au rôle central du dollar. Donc, en fait, les dollars qui se dévaluaient et restant la monnaie centrale, même post-Bretton Woods, signifiait une pression sur les taux d'échange européens, en particulier une pression sur la révolution du Deutschmark qui menait la France à cette obligation de suivre l'Allemagne dans ce système asymétrique. Et donc, une motivation de la France pour la monnaie unique, c'était de construire une alternative au rôle central du dollar avec une monnaie européenne, d'une zone européenne très forte, intégrée, dans laquelle la France et l'Allemagne pourraient s'asseoir aux mêmes tables et décider la politique monétaire ensemble dans une façon plus symétrique. Le troisième facteur, c'était la politique étrangère. Helmut Schmidt, donc le chancelier allemand, avait une motivation encore plus générale liée à la position vulnérable de l'Allemagne dans la politique étrangère globale. De l'avis de Schmidt, un pays divisé, voisin du bloc de l'Est, devait compter sur la communauté européenne qui, à son tour, avait besoin d'un marché commun performant pour fonctionner. La discussion était évidemment complexe. Il y a eu beaucoup de parties impliquées avec des intérêts différents et des convictions très différentes. Et donc, il y avait ces motivations économiques, donc la France, ces motivations politiques, l'Allemagne. Et après, il y avait la position de la Bundesbank qui n'était pas tout à fait alignée avec la position de son gouvernement. Dans cette histoire, on voit le gouvernement allemand plus intéressé à aller vite vers l'union monétaire, avec la Banque centrale un peu plus hésitant, parce qu'elle était très soucieuse de la stabilité des prix et était beaucoup plus prudent. Et donc, dans ces comités de gouverneurs qui a eu une importante fonction dans ce processus, donc les présidents de la Bundesbank étaient beaucoup plus conservatifs normalement dans ces débats. Donc, dans ces situations, donc, en 1978, on a approuvé le système monétaire européen qui a commencé à fonctionner en 1979. Qu'est-ce que c'était le système monétaire européen? Il était basé sur le serpent qui était échoué, mais il introduisait des innovations. Donc, ils introduisaient, la première innovation, c'était une monnaie de réserve. L'unité des comptes européenne s'appelait l'ECU. Et deuxième innovation, une institution chargée de contrôler ces émissions, les fonds monétaires européens. C'est intéressant que maintenant, on reparle du Fonds monétaire européen. Dans la réforme franco-allemande, on reparle de ça. Donc, il y avait ces deux importantes innovations. Cependant, bien que les principes de la monnaie de réserve aient été acceptés en principe,
l'écu n'était qu'un numéraire et il n'existait aucune institution capable de les créer. Donc, il n'y avait pas une institution comme une banque centrale qui pouvait créer l'écu. Donc, ça veut dire, s'il n'y avait pas une institution qui pouvait créer ces monnaies uniques, ça voulait dire que les systèmes n'avaient pas un moyen d'intervenir de façon illimitée pour défendre la parité entre taux d'échange. Et donc, sans ces outils-là, les systèmes monétaires européens n'étaient pas si différents que les serpents. Donc, dans ces systèmes, les banques centrales de la monnaie faible avaient l'obligation légale de défendre ses marges en achetant sa monnaie faible, comme dans les systèmes précédents, et vice-versa, avec les monnaies fortes. Il y avait des facilités de financement et de crédit à court terme aux banques centrales membres. Donc, c'est la Banque centrale de pays faibles avait besoin d'intervenir. Il y avait un système pour obtenir des crédits à court terme des autres banques centrales. Donc, c'était un principe qui nécessitait d'importants soutiens mutuels entre les pays membres et donc d'un accord et peut-être aussi d'une convergence entre les différentes économies. Mais en fait, première chose, ces convergences, il n'y avait pas, parce qu'il restait cette différence fondamentale entre les trois pays, l'Allemagne d'une part et la France et l'Italie de l'autre part. Et les systèmes, étant donné qu'ils avaient exclu une intervention illimitée pour défendre les parités contre les devises plus faibles, donc l'ajustement restait asymétrique avec l'Allemagne au centre de ces systèmes et les autres pays qui devaient suivre. En fait, la critique au système monétaire européen, c'était exactement ça, que donc les systèmes restaient en réalité très similaires au fonctionnement d'un régime de taux d'échange fixe avec l'Allemagne à son centre, avec les autres pays devant s'adapter à sa politique monétaire. Et donc, comme dans le régime des taux d'échange fixe des années précédentes, les pays pouvaient maintenir des parités et seulement au détriment de leur indépendance monétaire, donc sacrifiant un objectif national. Donc, derrière ce manque de progrès, donc le fait qu'on n'avait pas allé tout au but vers un système de soutien mutuel avec la création d'une monnaie, d'un système de financement plus important, et évidemment, il y avait la réticence des États membres à renoncer à leur souveraineté. Et donc, ces systèmes étaient un système qui était en fait au milieu de nulle part. Et donc, on a dû attendre encore 10 ans plus tard avec Maastricht et après la mise en œuvre de la monnaie unique pour arriver au but de cette histoire. Dans ce contexte, c'était encore au centre un débat entre l'Allemagne et la France. La Bundesbank était favorable à des réalignements plus rigoureux, donc il ne voulait pas être dans un système dans lequel on était contraint à ne pas réaligner les devises quand il y avait une pression. Donc la Bundesbank était en faveur d'un système plus flexible. Mais la France était très réticente à dévaluer fréquemment par rapport à l'Allemagne parce que, évidemment, comme je le disais avant, était en faveur d'un taux d'échange fixe comme ancrage extérieur par rapport à une difficulté d'introduire des réformes à l'intérieur. Donc, en fait, la solution de ces débats, qui était un débat qui a duré pendant 20 ans, c'était en fait changer l'objectif commun et aller vers un système dans lequel l'objectif commun était la stabilité d'échange, vers un objectif qui était la stabilité des prix pour tous les pays. Et donc, il y avait ça, et donc on aurait dû attendre encore 10 ans pour aligner aussi culturellement
les politiques des banques centrales dans différents pays pour arriver à se mettre d'accord sur un système dans lequel les banques centrales avaient comme ciblé la stabilité des prix et pas donc, la stabilité des taux d'échange, et donc pouvoir alentir cette tension. Et aussi, un autre débat important, c'était qu'une fois qu'on est dans un système monétaire de ce type-là, c'était important de s'engager à respecter. Donc, si les marchés ne s'attendaient pas à un engagement dans le respect des parités, donc ces systèmes devenaient immédiatement faibles parce qu'ils devenaient susceptibles à des attaques spéculatives par les marchés. Donc, on avait besoin d'un commitment, d'un engagement plus fort, mais dans un système de taux fixes, ces commitments va toujours être testé. C'est seulement dans la monnaie unique que l'engagement est par définition institutionnellement honoré parce qu'on n'a plus de taux d'échange. Donc, c'est une espèce de mariage sans possibilité de s'échapper. En fait. Ça, c'est notre système d'aujourd'hui. Donc, encore, l'histoire, pour la comprendre, c'est l'histoire du triangle et du trilemme. Donc, sans surprise, donc, la stabilité attente par les systèmes monétaires européens fut limitée. Les écarts importants entre les taux d'inflation, l'avènement de la deuxième crise pétrolière en 1979 et l'apparition des nouveaux déficits gouvernementaux ont rendu inévitable un certain ajustement. Quelques mois à peine après son lancement, les SME a été confrontés à de nouveaux facteurs de divergence économique. En septembre 1979, il y a eu des changements de parité. Les marques allemandes étaient réévaluées à la hausse de 2%, les francs français dévalués de 3%, etc. Donc, en fait, on a continué avec une histoire de grande instabilité. Les années 80 sont quand même un tournant. À la fin, les turbulences des années 70 ont été vaincues par l'austérité et la déflation, un peu dans tous les pays, même si bon, dans différents pays, on a vu la convergence vers ce genre de politique être un peu plus avec des vitesses différentes. La première moitié des années 90 a été caractérisée par une divergence des politiques monétaires et par des fréquents réalignements des taux d'échange. Mais les modifications apportées au cadre de la politique monétaire aux États-Unis, qui donc vantent l'inflation des années 70, un changement sa politique monétaire avec le président de la Fed, le nouveau président de la Fed, Paul Volcker, qui donc change les systèmes monétaire, la politique monétaire américaine en ciblant plus clairement l'inflation. Et donc, il y a eu, en fait, dans ces périodes-là, après les turbulences du début des années 80, un changement de consensus sur la nature de la politique monétaire et donc un peu une convergence vers les modèles allemands. Ça, c'était fait à un prix. Donc, dans les années 80, on a eu en Europe et aux États-Unis, en Europe, on a eu 2 périodes de récession, mais on est finalement arrivé à un système avec des taux d'inflation beaucoup plus modérés, pas seulement en Europe, mais un peu partout. Donc, depuis le milieu des années 80, l'inflation a globalement diminué et en Europe, les divergences entre pays ont diminué. Donc, les années 90, c'est une décennie de passage, turbulence la première partie et convergence la deuxième partie, mais avec un coût, et le coût était une récession très prolongée. Donc, en France, vous avez eu avant Mitterrand et après la réaction, donc avec l'austérité après, donc, et aussi une grande récession aussi en France. Mais ici, c'est toujours mon graphique sur l'inflation, vous voyez comme turbulence au début des années 80 et après une convergence mondiale vers un taux d'inflation très limité. Donc, il y a eu
une espèce de changement culturel et politique qui était très important. C'est pour ça que pendant ma leçon inaugurale, j'ai dit déterminisme historique, historical determinism, et j'ai mis Karl Marx parce qu'en fait, on pourrait se dire, sans cette convergence des taux d'inflation, on n'aurait pas pu imaginer arriver déjà en 1992 avec l'accord de Maastricht, parce que bon, l'Allemagne n'aurait jamais donné son accord en monnaie unique sans une convergence des politiques monétaires qui amenait à une convergence d'inflation. Et ça n'aurait été pas possible sans un changement d'orientation dans les politiques monétaires un peu partout, aussi en France, aussi en Italie. On a à ce moment-là, dans tous ces pays, ce qu'on appelle les divorces entre les trésors et la Banque centrale, une plus grande autonomie des politiques monétaires, l'indépendance de la Banque centrale. Donc un grand changement sur la conception institutionnelle du rapport entre la Banque centrale et le gouvernement. Donc, si ça, ce n'était pas... donc, en fait, l'union monétaire est un peu l'enfant de ce parcours intellectuel. Okay? Donc, c'est très... donc, ça n'aurait pas pu être possible 10 ans avant ou 20 ans avant pour cette raison-là. Donc... j'ai 10 minutes, donc je ne pense pas que je vais finir, mais je vais quand même... OK. Vous voulez faire encore deux choses, mais en fait, je pense que la dernière partie, ça sera pour la prochaine fois. Donc, parce qu'il y a une autre étape. Donc, je pense que j'ai donné l'idée, enfin, c'est une histoire compliquée, peut-être je n'ai même pas trop parlé, mais donc on a eu des années de grande stabilité des taux d'échange avec des conceptions très différentes qui progressivement arrivent à une certaine convergence sur les taux d'inflation, donc sur les taux d'intérêt. En plus, il y a une autre chose importante qui se passe en 1986, que c'est l'acte européen unique. Avec l'acte européen unique, il y a une nouvelle pression vers la monnaie unique. Pourquoi? Parce qu'avec l'acte européen unique, on a la libéralisation des flux de capitaux et l'élimination du crédit géré, du managed credit. Donc, la combinaison de la libéralisation financière et de l'intégration financière crée une situation dans laquelle il devenait de plus en plus évident que les taux d'inflation différents selon les pays étaient incompatibles avec un système de taux d'échange fixe tel que les systèmes monétaires européens. Donc, encore l'histoire du triangle, dans un système dans lequel les capitaux étaient les flux de capitaux étaient complètement libéralisés, c'était impossible, donc, dans un système intégré au niveau financier en Europe, donc les flux d'investissement dans des différentes monnaies était important et donc devenait plus et plus impossible de tenir la parité des taux d'échange sans de grandes pressions sur la politique monétaire. Et donc, dans ces contextes, la pression vers... il y a eu une évolution du consensus. Dans cette situation, l'Allemagne s'inquiétait encore des conséquences des déséquilibres des comptes courants sur la stabilité des prix. Et donc, elle aussi voyait en fait la nécessité d'une réforme institutionnelle. Et donc, dans ces contextes, on a demandé à Delors de reprendre la discussion sur l'Union monétaire européenne
et de préparer un rapport sur la façon dans laquelle on aurait pu aller vers une union monétaire. Donc, en fait, ça, c'était beaucoup plus tard que les rapports Werner, mais donc il y a dû avoir ces histoires de grande instabilité pour revenir à un débat qui, en fait, était commencé avant la fin de Bretton Woods. Donc, les rapports Delors avaient un mandat technique qui n'était pas associé à cette époque-là à un engagement politique pour poursuivre ces projets. Même si, évidemment, derrière l'esprit de Delors, il y avait aussi un bout politique plus ambitieux que juste le but économique de stabiliser les taux d'échange. Donc, je vais dire quelque chose sur les rapports Delors, et la prochaine fois, donc avant, on parlera de Maastricht et de l'ABC plus en détail. Dans les rapports Delors définissaient, comme le rapport Werner, un cheminement graduel vers l'union monétaire, indiquait la monnaie unique souhaitable, mais pas nécessaire. Il indiquait la monnaie unique seulement comme une option. Et c'est en fait seulement après l'unification allemande qu'il y a eu une autre poussée vers cette direction. Comme dans les rapports Werner, ils envisageaient une approche progressive en 3 étapes: coordination des politiques, création d'un fonds monétaire européen et, à terme, les verrouillages irrévocables des parités de taux d'échange avec la mise en place d'un système européen de banques centrales en charge de la politique monétaire commune. Aussi, les rapports Delors recommandaient des règles et des procédures contraignantes concernant le déficit budgétaire, mais également des procédures visant à garantir une orientation globale adéquate de la politique budgétaire à moyen terme. Et la Bundesbank, bien que se soit prononcée en faveur d'une union économique et monétaire européenne, a souligné que des conditions claires et contraignantes pour l'union monétaire devaient être préalablement convenues. Et cette idée des règles, en fait, est restée dans les rapports, dans les traités de Maastricht. Maintenant, la raison pour laquelle les rapports Delors a finalement eu plus de succès que les rapports Werner et a fini par aboutir au traité de Maastricht quelques années plus tard est due, comme je le disais tout à l'heure, à la réunification allemande, qui a évidemment complètement changé les rapports politiques entre l'Allemagne et la France, mais aussi les rôles de l'Allemagne en Europe. L'Allemagne a gagné 16 millions de personnes avec l'unification, et donc la question allemande est revenue sur la table, a pris une nouvelle dimension, et souleva la question de la limitation de son influence par ce qu'on a appelé une européanisation de l'Allemagne grâce à une accélération du processus d'intégration. Donc, en fait, on rend l'Allemagne européenne pour éviter, donc pour limiter la germanification de l'Europe. Et voilà. Donc, ici, aussi les débats n'étaient pas... donc, tout était aussi très compliqué, et même s'il y avait un accord entre les gouverneurs de la Banque centrale et de la Bundesbank sur le fait que les banques centrales européennes devaient être indépendantes, la différence de vue entre l'Allemagne et la France restait un peu au cœur du débat. Par exemple, de la Rosière insistait sur l'importance de concevoir un cadre institutionnel pour la coopération et la convergence budgétaire. Donc, c'était très important, ça, pour la France. Et aussi sur la nécessité d'avoir un fonds de réserve dans la première phase. Par contre, les gouverneurs de la Banque centrale allemande soulignaient l'importance des règles qui contraignaient et qui limitaient donc l'expansion budgétaire dans les pays
contre la France et l'Italie qui avaient donc un système un peu différent. Mais à la fin, donc, on est arrivé au traité de Maastricht, qui, donc, je vais discuter la prochaine fois. Et c'est important, donc les traités de Maastricht, à la fin, suivent les rapports Delors, mais avec quelques importantes différences, et donc va plutôt vers les points de vue allemands, en soulignant l'importance des règles. Et par contre, dans les traités de Maastricht, on n'envisage pas la possibilité d'avoir des coordonnements de politiques fiscales et un budget européen qui permet donc d'utiliser l'utile fiscal pour l'amortisation des fluctuations économiques. Donc, maintenant, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a même pas la possibilité de questions, je m'excuse, il y avait trop de choses. Non, mais la prochaine fois, donc, on peut reprendre ce débat peut-être du début, presque à la fin. Donc, je vais commencer avec une discussion sur ça. Et je pense que je vais peut-être rester un quart d'heure, 20 minutes sur la discussion du traité de Maastricht et de la BCE et de la BCE. Et on reviendra après à la politique monétaire de la BCE, la stratégie et les premières 10 années de politique monétaire de la BCE avant la crise. OK, merci beaucoup.